Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs les conseillers, membres du Conseil constitutionnel, autorités militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je n'irai pas vous faire un discours ce matin. Je vous parlerai à mes propres mots, du fond du cœur, en ayant pour main courante des idées et du message que j'ai à vous porter. Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, distingués invités, peuple combattant du Burkina Faso, il me sied ici de rappeler les circonstances dans lesquelles donc la crise du 30 septembre est survenue. Sur ce, nous voyons tous cette situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans laquelle vivait notre nation. Ceci nous a conduit en janvier dernier à poser des actes anticonstitutionnels pour redresser et redonner vie à cette nation. L'objectif donc de l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration était donc de prendre notre destin en main. Cependant, depuis le 24 janvier jusqu'au 30 septembre, nous avons pu constater des dérives qui ont conduit encore le 30 septembre à un recadrage de cette transition. C'est pourquoi, une fois de plus, comme nous l'ont inculqué nos devanciers, cités par le président par intérim du Conseil constitutionnel, le capitaine Thomas Sankara, il le disait donc, nous avons décidé en toute âme et conscience, devant l'histoire, d'assumer notre révolte. Cette révolte est celle des milliers de personnes déplacées internes. Cette révolte est celle de soldats au front qui défient donc continuellement et courageusement l'ennemi qui se cache et qui ne se cache plus. Cette guerre qui nous avons longtemps décrié d'être une guerre non conventionnelle, mais aujourd'hui nous pouvons nous assurer que nous avons une armée en face. Cette révolte est aussi celle des volontaires pour la défense de la patrie qui payent également le lourd tribut, mais qui défendent corps et âme cette patrie. Cette révolte est celle de nos frères et sœurs des localités affligées. Elle est enfin celle de tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur qui, conscients de l'abîme dans lequel était dans la nation, nous ont conduit donc à nous assumer encore une fois de plus. Je ne saurais continuer sans présenter nos condoléances donc aux familles éplorées pour les tombées de ces événements du 30 septembre. Souhaiter également prompt rétablissement aux blessés et à toute personne qui a été victime de ces événements du 31er et 2 octobre. Et j'aimerais aussi dire que ces événements est aussi leur révolte. À eux, nous leur rendons hommage. Aussi, j'aimerais bien saluer ici et devant tout le monde les autorités coutumières, religieuses, toutes les notabilités qui n'ont ménagé aucun effort au cours de ces événements pour que nous évitions le pire. Je les remercie du fond du cœur pour leur contribution à apaiser les tensions, à ce qu'il y ait un dénouement pacifique de la situation. Merci encore à toutes ces notabilités, à toutes ces autorités. Le contexte dans lequel est notre nation est assez difficile à décrire.
l'existence même de la nation est en péril. Sur ce peuple combattant du Burkina Faso, nous sommes confrontés donc à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Et je souhaiterais que chacun prenne conscience de cette situation et que nous puissions sortir de là grandis et plus soudés. Au-delà du fait donc qu'une grande partie de notre territoire échappe à notre contrôle, donc des milliers de nos concitoyens se retrouvent donc réfugiés dans leur propre pays, ce que nous avons appelé pendant longtemps les PDI, personnes déplacées internes. Je souhaiterais là vous rappeler donc nos objectifs. Nos objectifs donc qui ne sont autres que la reconquête du territoire national occupé par ces hordes de terroristes. Nos objectifs ne sont autres que de donner un souffle de vie nouveau donc à tous ces compatriotes affligés par ce conflit. C'est aussi d'envisager un développement endogène en ne comptant que sur nous-mêmes et en essayant de repenser profondément notre agriculture, notre élevage, notre technologie et en interrogeant donc les socles des actions de nos aspirations à la prospérité. Je voudrais vous rassurer une fois de plus donc nos partenaires et tous les pays amis du Burkina Faso que nous tiendrons nos engagements pris devant tous nos partenaires et tous les amis du Burkina Faso. Aucun sacrifice ne sera trop, je vous en prie. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Donc notre engagement, c'est pour un retour de la paix. Et notre boussole sera toujours ce peuple. C'est ce qui va nous guider tout le long de ces 21 mois. Sur ce, j'appelle donc à une mobilisation patriotique et populaire. J'appelle tous les combattants du Burkina Faso, jeunes, hommes, femmes, tous les notables, coutumiers, religieux, tous les Burkinabés de la diaspora dans leur diversité, à s'unir, à se lever et à s'engager pour une lutte contre cette hydre terroriste qui depuis quelques années ne fait que déchirer le tissu social du Burkina Faso et nous empêche de vivre. J'en appelle donc à tous, que ce soit des villes non encore affectées ou des campagnes au fin fond du Burkina touchées, que tous nous nous unissons. Cette guerre n'est pas uniquement une guerre des peuples hors de nos grandes villes. À l'intérieur des villes, nous avons intérêt à prendre conscience de la situation, à nous lever, à nous unir avec ces peuples affligés pour qu'au Burkina Faso, nous soyons un. Enfin donc, il faut que je vous rappelle ici, pour ma part, que je serai engagé à vos côtés, aux côtés de tous les Burkinabés, sur les différents fronts pour la libération totale de nos territoires. Pour ma nation, je me battrai jusqu'au dernier souffle. Et je vous appelle tous à intégrer cela. Enfin, je souhaite réitérer ici à tous mes compatriotes nos remerciements et souhaiter que cet élan qui nous a guidés au cours de ces derniers jours, que cette ferveur qui est dans la jeunesse soit encore
plus grande dans la lutte contre le terrorisme. Fédérons nos énergies, unissons-nous pour de vrai. Soyons solidaires, soutenons-nous, que vous soyez burkinabé de l'intérieur ou de l'extérieur. Chacun a sa contribution pour que ce pays sorte de là où il est. Ma conviction est certaine. Le Burkina a des hommes capables. Le Burkina a des combattants. Et nous pouvons nous en sortir. Nous pouvons gagner cette bataille. Nous pouvons gagner cette guerre. Je suis convaincu et je le dis. Nous avons des combattants et nous le pouvons. Enfin, chères forces de défense et de sécurité, paramilitaires, je vous invite et je nous invite à nous unir et à taire certaines querelles. Parce que l'ennemi en face est beaucoup plus uni. Que chaque porteur de tenue puisse donner du sien et qu'ensemble, chacun puisse apporter sa contribution et que nous puissions vaincre dans les brefs délais. L'ennemi n'est pas au-dessus de nous. Si des volontaires pour la défense de la patrie se sacrifient jour et nuit, nous porteurs de tenue, nous n'avons aucune raison que de nous unir, de les appuyer, d'aller en rang et de vaincre. Sur ce, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Peuple burkinabé, frères et sœurs du Burkina Faso, à travers le Faso, l'Afrique et le monde, africaines, africains, du continent et des diasporas, amis européens, amis américains, amis asiatiques, des luttes africaines pour la liberté. Vous entendiez Ditaye, l'hymne national du Burkina Faso en ouverture de cette conférence, consacrée à l'analyse de l'allocution émouvante, déterminée, grave, mais en même temps riche de sous-entendus, délivrée par le nouveau président du Faso, président de la transition, chef de l'État, son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, alias Sankara II. Je dis bien, alias Sankara II. À une époque où, vous le savez très bien, certains milieux médiatiques de la France-Afrique
donnait l'impression d'être tombé amoureux du héros burkinabé Thomas Sankara et aujourd'hui même déchante en se plaignant que le nouveau chef de l'État du Faso se réfère à celui qui est aujourd'hui le plus célèbre des Burkinabés, le président Thomas Sankara. Oui, j'ai pris le temps d'entendre, j'ai pris le temps d'écouter, j'ai pris le temps de méditer et de ressentir l'allocution prononcée à l'occasion de sa prestation de serment à Ouagadougou par notre frère, le président de la transition du Faso, son Excellence Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré. Et bien que beaucoup d'entre vous m'aient sollicité depuis plusieurs heures afin d'entendre ma manière d'écouter ce discours, j'ai voulu prendre moi aussi le temps de m'imprégner, de me donner des repères, de me donner des éléments me permettant de vous proposer une analyse qui atteigne une certaine profondeur, à défaut d'atteindre une profondeur certaine. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence que je confie immédiatement à votre protection. En appuyant sur le pouce levé sous la vidéo et en partageant cette vidéoconférence, vous contribuez à l'éveil et à la lutte du grand peuple africain du Burkina Faso. Vous contribuez à l'éveil et à la lutte de tous les peuples africains en cette période particulièrement tragique pour notre pays bien-aimé du Tchad, en cette période particulièrement difficile pour notre Afrique à Haïti, en cette période particulièrement difficile pour tout le continent africain, objet de voracité, de rapacité, de prédation, objet de toutes sortes de complots pour des partitions, des sécessions et des dépeçages inouïs. Il est important que nous soyons marqués par le principe du un pour tous, tous pour un. Et que tout ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique continentale comme l'Afrique mondiale, nous concerne personnellement au plus haut point. Je voudrais donc vous donner mon analyse du discours inaugural prononcé par le nouveau président de la transition du Faso, chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré, alias Sankara II. Je vais expliquer cet alias dans la suite de mon analyse. Alors, d'abord, je voudrais souligner quelques réflexions sur l'ambiance, l'environnement qui a présidé à cette cérémonie. Qu'est-ce qui me marque dans les images globalement de cette cérémonie et dans son atmosphère? C'est une cérémonie qui a été empreinte de simplicité, au sens où ni le président Ibrahim Traoré, ni les hautes institutions burkinabées vivantes n'ont voulu faire dans le faste, n'ont voulu faire dans la pompe, n'ont voulu faire dans la grandiloquence et la monstration, l'exhibition. La cérémonie s'est déroulée dans une conscience profonde de la souffrance du peuple burkinabé. Non pas dans la volonté de montrer des muscles, non pas dans la volonté de montrer la montée en puissance d'un nouveau chef. La cérémonie s'est déroulée dans un esprit de pur respect du formalisme protocolaire d'État et dans le respect des symboles essentiels de la transmission du pouvoir suprême. Elle s'est aussi déroulée avec des allocutions toutes marquées par une très grande sincérité. Je ne reviendrai pas longuement ici sur ce qu'a dit le président du Conseil constitutionnel burkinabé. Mais son discours a exprimé de la manière la plus directe, la plus droite, la plus orthogonale possible ce que le peuple burkinabé
attend de son nouveau chef de l'État. De la même façon, le nouveau président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ne s'est pas embarrassé de fioritures. J'ai bien vu qu'il avait sur son pupitre un discours qui avait été rédigé, sans doute en bonne entente entre lui et ses conseillers. Mais, en réalité, en prenant la parole, le nouveau président du Faso a choisi, tout en suivant sans doute le plan de son discours, de s'exprimer de la manière la plus directe, de la manière la plus intuitive, de la manière la plus émotionnelle possible. Il a choisi d'exposer son cœur, d'exposer son âme et littéralement de se présenter dans sa plus profonde humilité, dans sa plus profonde modestie, et même dans ses hésitations et dans son bégaiement, et même dans des moments de balbutiement, comme un Burkinabé au service des Burkinabés. Un officier supérieur qui se dévoue au service de son peuple et qui ne veut pas que ce dévouement soit regardé comme une œuvre christique, comme une œuvre, comment est-ce qu'on dirait, prophétique, mais comme le dévouement d'un homme ordinaire, d'un Burkinabé parmi les Burkinabés, au peuple burkinabé. Je voudrais commencer par souligner ce premier point qui m'a particulièrement touché. Et vous pouvez comparer point pour point le langage non verbal adopté par Paul-Henri Sandaogo Damiba lors de sa prestation de serment. Vous pouvez comparer les deux prestations de serment. Et vous verrez bien que la prestation de serment de Damiba était empreinte d'exhibitionnisme, de narcissisme. On avait bien le sentiment en voyant Damiba faire sa prestation de serment qu'il était en train de prendre ce qu'il devait appeler plus tard sa chose, sa chose. Cette chose pour laquelle, nous disait-il, quand quelqu'un se bat pour sa chose, il se bat pour conserver sa chose, parce qu'il sait comment il a souffert pour avoir sa chose. L'homme que j'ai vu dans les images qui me sont parvenues de Ouagadougou, lors de cette prestation de serment en ce mois d'octobre, quant à lui, ne revendiquait rien. Il ne s'est pas présenté devant le pouvoir comme étant sa chose, mais comme étant un devoir. Il ne s'est pas présenté devant le pouvoir comme étant une occasion pour lui de dire, comme le disent les Anglais dans le pidgin English de mon pays natal, le Cameroun, « Me too, I go try ». Moi aussi, je vais être président. Il s'est présenté devant l'appel solennel des juges suprêmes de la nation avec beaucoup d'émotion. Il a pris conscience de la gravité des responsabilités qu'il a prises en voulant devenir, pour quelque temps, le premier des citoyens du Burkina, mais non pas un citoyen supérieur. C'est-à-dire, en réalité, le citoyen le plus responsable, le plus chargé, le citoyen le plus jugé, le plus regardé, le citoyen le plus évalué, le citoyen le plus critiqué. Il a mesuré la lourde responsabilité qu'il a prise de prendre la tête d'un pays en péril. Et c'est ce que j'ai vu. J'ai vu une cérémonie sobre, une cérémonie simple, sans pompe, sans vantardise. Et je voudrais saluer les nouvelles autorités du Faso d'avoir pensé à donner un signal par la sobriété de cette cérémonie, qu'elles viennent servir le peuple du Burkina et non pas se servir du peuple du Burkina. Qu'elles sont conscientes de la misère, de la pauvreté, de la fragilité, de la vulnérabilité, de l'insécurité qui frappe aujourd'hui l'écrasante majorité des Burkinabés. Il fallait une cérémonie simple, une cérémonie modeste, une cérémonie qui ramène le pouvoir au cœur du peuple et le peuple au cœur du pouvoir. C'est ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu un Ibrahim Traoré se drapant
comme Damiba dans une espèce d'attitude hautaine, se drapant et mettant littéralement sa tête dans ses épaules et regardant le reste du peuple burkinabé comme désormais ses sujets. Je n'ai pas vu l'intronisation d'un roi. J'ai vu l'investissement d'un serviteur. J'ai vu la mise en œuvre d'un sacerdoce. Voilà l'ambiance générale de ce que j'ai ressenti. Qu'il me plaise maintenant, qu'il vous plaise maintenant que je m'intéresse aux idées agitées pendant les 15 minutes à tout prendre d'allocution tenues par le nouveau président après son serment solennel. Il a commencé par briser le mythe du discours entièrement lu en disant que ces mots, les mots qu'il allait employer seraient ses propres mots. Des mots qui viendraient de son cœur, qui seraient l'expression de ses idées fortes et des messages qu'il a reçus. Donc la première idée forte du discours du président Traoré, alias Sankara II, c'est de dire « Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui vient vous parler ici. Intuitu personae. Celui qui vient vous parler ici, c'est le serviteur du peuple burkinabé. Je viens ici vous dire les idées que m'inspire la mission que vous m'avez confiée. Je viens ici vous dire la synthèse de vos propres messages, vous, peuple burkinabé, de l'intérieur et de l'extérieur que j'ai reçu. Il s'est présenté, pour ainsi dire, comme un porte-parole. Ce qui, dans ma langue bassa du Cameroun, s'appelle un podol. Quelqu'un qui parle pour son peuple, qui s'engage pour son peuple. Donc, la première idée forte du discours, c'était de dire, ce n'est plus Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, père de famille, né dans telle région, du nord-ouest, etc. Ce n'est plus lui qui vous parle. Celui qui vous parle, c'est celui à qui vous donnez la responsabilité suprême de parler au nom de vous. Et voilà pourquoi, pour s'initier à cette responsabilité suprême, il n'a pas voulu utiliser platement le verbe écrit, il a voulu utiliser le verbe intérieur, la parole venue de dedans. Il a voulu, pour ainsi dire, laisser parler son cœur. Dans la première partie du discours du président Traoré, le mot-clé, c'est le mot « cœur ». Un homme d'État qui parle avec son cœur ouvre son âme profonde aux desiderata de son peuple. Un homme d'État qui parle avec son cœur est un homme qui veut s'exprimer en communion avec les siens. C'est un homme qui a compris que désormais, il ne s'appartient plus. Il appartient à son peuple, il appartient à son Dieu, il appartient à sa conscience. Il ne peut plus se laisser divaguer. Il ne peut plus se laisser disperser. Sa mission est de servir. Deuxième idée clé que j'ai notée du discours, eh bien, du nouveau président du Faso, sa volonté d'entrer en fusion avec le peuple combattant du Burkina. Entrer en fusion avec le peuple combattant. Pour cela, il rappelle que s'il a dû procéder avec ses camarades à un coup d'État le 30 septembre 2022, c'est parce que l'idéal de servir le peuple qui avait inspiré le coup d'État du 24 janvier 2022, lequel avait porté Paul-Henri Sandaogo Damiba au pouvoir, cet idéal a été trahi. Il a été trahi par des dérives. Pourquoi? Parce que progressivement, Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a plus voulu remplir la mission fondamentale que le coup d'État du 24 janvier du MPSR s'était donné. Quelle était cette mission? Prendre notre destin en main. Je cite le président Traoré. La mission qu'ils se sont tous donnée le 24, en déposant le président légalement et légitimement élu, Roch Marc Christian Kaboré, c'était d'amener le Burkina Faso à prendre son destin entre ses mains. Ce qui voulait dire que sous Roch Marc Christian Kaboré,
le Burkina Faso n'avait pas pris son destin entre ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi Roch-Marc Christian Kaboré n'a-t-il pas amené le Burkina Faso à prendre son destin entre ses mains, notamment dans la lutte antiterroriste? Je veux bien vous donner une réponse. Ce soir du 22 octobre 2022, Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas joint les actes aux paroles. Car, et j'ai retrouvé cette information, c'est au mois d'août, écoutez-moi bien, c'est au mois d'août 2018 que Roch-Marc Christian Kaboré a envoyé son ministre de la Défense, si je ne m'abuse, Jean-Claude Bouda. Il l'a envoyé au Forum international sur la sécurité en Russie. Et il l'a envoyé signer un accord de coopération militaire avec la Russie qui prévoyait non seulement que la Russie fournisse l'armée burkinabé et comble son déficit en vecteur aérien, en vecteur terrestre, que la Russie participe à la formation militaire de l'armée burkinabé et que la Russie participe aux côtés de l'armée burkinabé au combat contre les terroristes, avec la même efficacité qu'on a vu en Centrafrique, qu'on a vu au Mali, qu'on a vu en Syrie, et qu'on voit partout où l'armée russe s'engage aux côtés des mouvements de libération nationale tout au long du XXe siècle. Roch-Marc Christian Kaboré avait fait le pas diplomatique d'aller renouveler et renforcer les accords de coopération militaire avec la Russie. Mais il n'avait pas mis à exécution la parole qu'il avait donnée à ses partenaires russes. Pourquoi ne l'avait-il pas fait? Parce qu'il était resté tributaire de la coopération militaire privilégiée avec ceux-là même qui ont assassiné Muammar el-Kadhafi, détruit la Libye, déstabilisé le Sahel pour imposer leur présence militaire à travers le Sahel et à travers l'Afrique, à savoir la coalition occidentale de l'OTAN menée par les États-Unis de Barack Obama, la France de Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha et la Grande-Bretagne de David Cameron. Le président Roch-Marc Christian Kaboré est dans la position d'un mathématicien qui connaît la solution d'une équation, mais qui rédige la démonstration de la solution, mais ne met pas la solution. Il connaît la solution au sens où il possède la formule. Par exemple, pour les équations polynômes du second degré, de la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0, on sait que la solution se trouve dans un delta qui est égal à b carré moins 4ac. Roch-Marc Christian Kaboré possédait la solution de la diversification géostratégique et géopolitique de la lutte du peuple burkinabé contre le terrorisme. Il possédait le delta. B carré est égal à moins 4ac. Mais jamais il ne l'a appliqué réellement au terrain burkinabé. Pourquoi? Parce qu'il continuait sur le terrain à combattre le terrorisme qui frappe le Burkina Faso en s'appuyant sur la coalition qui avait fait venir le terrorisme. À partir de 2011 notamment, par la destruction de la Libye et l'organisation calculée de l'invasion du Sahel par les terroristes afin d'imposer aux États sahéliens d'accepter la présence militaire occidentale, comme on essaye maintenant d'imposer aux États du Golfe de Guinée d'accepter les bases militaires de la même coalition occidentale qui a détruit la Libye et qui, par la bouche de Barack Hussein Obama, a dit « We will finish the job ». Nous allons finir le travail. Alors même que Mahamadou Issoufou, alors président du Niger, disait à Deauville, ici en France, à Barack Obama, « Please, Mr. President, don't destroy Libya. Don't destroy Libya. If you destroy Libya, you will destabilize all Africa. » S'il vous plaît, monsieur le président Obama, ne détruisez pas la Libye. N'assassinez pas Kadhafi. Si vous détruisez la Libye, si vous déstabilisez la Libye, toute l'Afrique va être déstabilisée. Nous tous, on va être déstabilisés. Et Obama avait répondu, non, 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 non. Je vais finir le travail. We will finish the job. Roch-Marc Christian Kaboré était parfaitement au courant de cela. Voilà pourquoi, en 2018, il a envoyé son ministre Jean-Claude Bouda signer un accord militaire de coopération avec la Russie, en sachant que la Russie n'a pas participé à la destruction de la Libye et à la déstabilisation du Sahel. Et qu'on ne peut pas combattre les terroristes
en s'appuyant sur ceux qui les ont fait venir. On ne peut pas combattre les terroristes en s'appuyant sur ceux qui sont alliés aux bases arrières des terroristes au Moyen-Orient. On ne peut pas combattre les terroristes en s'appuyant sur ceux qui leur fournissent des armes. On ne peut pas combattre les terroristes en s'appuyant sur ceux dont les multinationales les financent. Voilà, 200 millions, presque 800 millions d'amendes infligées au groupe français Lafarge pour financement de l'État islamique. Et le même groupe français est en procès ici à Paris depuis longtemps. La condamnation n'est toujours pas sortie. Donc, il faut que vous compreniez en profondeur que Paul-Henri Sandaogo Damiba, lorsqu'il renverse avec ses camarades du MPSR, eh bien, Roch Marc Christian Kaboré, en fait, il n'a qu'une seule mission. Réaliser ce que Roch Marc Christian Kaboré a simplement fait dans le papier, qu'il n'a pas fait sur le terrain. Je recommence. C'était ça la mission du MPSR. Il s'agissait de réaliser la diversification géostratégique et géopolitique de la lutte antiterroriste au Burkina. Parce que Kaboré avait pensé ça. Kaboré avait même signé des textes de droit international, comme l'accord de coopération militaire avec la Russie. Mais Kaboré n'avait pas commencé le moindre véritable début de mise en œuvre. Damiba était simplement chargé d'appliquer. Et quand le capitaine, nouveau président du Faso, Ibrahim Traoré, dit qu'il y a eu quoi? Il y a eu des dérives. C'est-à-dire que Damiba s'est caboréisé. Vous comprenez? Il a recommencé à faire comme Kaboré. Quelqu'un qui connaît la solution d'une équation, mais qui ne l'applique pas. Pourtant, on lui a donné une équation qui correspond à cette solution. Voilà pourquoi vous allez observer que Damiba va vouloir tromper tout le monde. Avec ses camarades du MPSR, de temps en temps, il tient le discours de « on va diversifier géostratégiquement ». On va diversifier. Damiba va même faire ça jusqu'au mois de septembre 2022. Quelqu'un qui était là depuis 8 mois, il n'a pas pensé à diversifier sérieusement la lutte antiterroriste. Quand il voit que c'est chaud, ses camarades commencent à se plaindre. Ses camarades en ont marre. Il a viré son ministre de la Défense. Il est revenu de Côte d'Ivoire très remonté. Il s'est précipité à New York avec une délégation pléthorique, je ne sais pas, de plus de 70 individus. Il va là-bas et c'est là qu'il rencontre le ministre russe des Affaires étrangères et qu'il donne l'impression, enfin, de vouloir mettre en œuvre ce pourquoi il a renversé Kaboré. C'était trop tard. Donc, quand vous entendez que Damiba a été renversé le 30 parce qu'il n'a pas amené le peuple burkinabé à prendre son destin en main, c'est parce que Damiba n'a pas réalisé le programme théorique que, pourtant, Roch Marc Christian Kaboré avait déjà tracé. Roch Marc Christian Kaboré n'a pas été renversé pour n'avoir pas pensé à ce qu'il fallait faire, mais il a été renversé pour avoir passé son temps à y penser. J'utilise souvent une métaphore pour dire pourquoi Roch Marc Christian Kaboré a été renversé. Parce qu'il est dans sa logique de la bulle de champagne. Quand ça se passe bien dans sa tête, il pense que ça se passe comme ça dans la réalité. Je recommence. Roch Marc Christian Kaboré a un problème. Il pense que le monde là fonctionne comme les bulles de champagne. Vous savez, le champagne a cette vertu, c'est qu'il monte à la tête et une fois que vous avez commencé à le boire, il vous donne le sentiment que tout va très bien partout sur la terre. Roch Marc Christian Kaboré a toujours eu ce problème. Il pense que le monde fonctionne comme les bulles de champagne. Quand lui, il est content dans sa tête, quand lui, il a eu une bonne idée dans sa tête, il pense que tout le peuple burkinabé est heureux. Et que ça va, globalement. Si ça se passe bien dans sa tête à lui, il pense que ça va au Burkina. Donc, du coup, il a passé son temps à être surpris par les massacres de ses propres troupes. Il a passé son temps à être surpris par tous les coups durs qui tombaient sur le peuple burkinabé, qui se retrouve maintenant avec 40, 50, 60% du territoire hors de contrôle. Donc, Roch Marc Christian Kaboré, c'est ce qu'on peut appeler le politicien théorique. Trop théorique. Depuis 2018, il avait un accord de défense qu'il aurait au moins pu utiliser comme les Centrafricains l'ont fait avec Touadéra. Touadéra a signé son accord de défense à la même période que Roch Marc Christian Kaboré. Grâce à ça, il a pu sauver son régime en 2020. Grâce à ça, il a pu récupérer aujourd'hui au moins 80% du territoire centrafricain. Touadéra. En République centrafricaine là-bas. Il a signé à la même période que Kaboré. Kaboré, lui, il a fini de signer au lieu de mettre en œuvre la coopération, de faire descendre le matériel, de faire descendre les coopérants, d'aller sur le terrain avec des gens qui sont rompus à l'art de briser les reins à Daesh et à Al-Qaïda. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il est resté dans son palais avec son champagne et avec son autosatisfaction. L'histoire du monde a tourné. Donc j'ai été frappé par cette notion de prendre notre destin en main. Prendre notre destin en main. Le président Traoré dit qu'il fallait un recadrage parce qu'il y avait des dérives. Quelles dérives? Parce que Damiba se comportait comme s'il était un président élu dans un pays développé. Damiba se comportait déjà comme si de toutes les façons, lui, le pouvoir lui était dû à vie. Il se comportait comme si de toute façon, l'essentiel pour lui, c'était d'être président. Et d'ailleurs, il n'hésitait pas à dire que le pouvoir était sa chose. Et à menacer tous ceux qui le critiquaient en leur disant, si vous n'êtes pas content, faites votre coup d'État. Ensuite, vous aussi, vous allez faire ce que vous voulez. Damiba en était venu à penser que quand on a le pouvoir, on fait ce qu'on veut. Il n'a pas compris que le pouvoir est un devoir. C'est une charge. C'est une responsabilité. C'est même quand on a le pouvoir qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on doit. Et on peut faire ce qu'on peut. Je recommence. Quand on a le pouvoir, là, on ne se contente pas de faire ce qu'on veut. On ne peut plus tout à fait faire ce qu'on veut. On doit faire ce qu'on doit faire, ce qu'on a obligation de faire. Et on doit le faire dans la mesure où on peut le faire. Quand on a le pouvoir, je le dis une troisième fois, on n'a plus le droit de chercher à faire ce qu'on veut. Mais on doit chercher à faire ce qu'on doit. Et à faire ce qu'on doit dans toute la mesure du possible. Ce qu'on doit, les devoirs. Le pouvoir est un devoir. Car c'est le service d'un peuple. C'est le travail pour le bien commun. Ce n'est plus pour soi. On n'exerce pas le pouvoir pour soi. On exerce le pouvoir au nom de son peuple. On exerce le pouvoir pour la collectivité. Donc, on exerce le pouvoir pour accomplir des devoirs. Damiba l'avait oublié. Il avait commencé à se balader comme un chef d'État classique de la France-Afrique. Aller se faire flatter et caresser par le satrape reptilien d'Abidjan, Alassane Ouattara. Aller se faire caresser par le junteur de Niamey qui finira par faire boum, Mohamed Bazoum. Il voulait passer pour un chef d'État classique. Comme si les Burkinabés l'avaient envoyé au palais de Kossiam pour s'y comporter comme un habitant perpétuel. Les Burkinabés qui ont été capables de déloger Blaise Compaoré qui y avait passé 27 ans, qui ont été capables de faire circuler Zida, de faire circuler Michel Kafando, qui ont été capables d'accepter que Roch-Marc Christian Kaboré circule. Damiba n'avait pas compris qu'il était assis sur un fauteuil essentiellement éjectable. Et ça, cette idée, elle a été fort appuyée. Troisième idée forte de la locution du président Traoré, alias Sankara bis. C'est dans sa troisième idée que le capitaine, Ibrahim Traoré, a offert son âme comme réincarnation, du capitaine Thomas Sankara. Il fait référence à Sankara. Et il dit qu'il marche dans les pas de Thomas Sankara, qui disait qu'il fallait que le peuple burkinabé assume sa révolte. Il s'agit d'assumer notre révolte. Je vous rappelle que la notion de révolte et la notion de révolution ont la même racine dans la langue latine. Elle renvoie à la volonté farouche de changer un monde inacceptable, un monde injuste. On se révolte contre l'injustice. On se révolte pour changer le monde. La révolte n'est rien d'autre que la forme active de la révolution. Le capitaine Ibrahim Traoré, par la référence au concept de révolte de Thomas Sankara, informe le peuple burkinabé que la révolution sankariste reprend force et vigueur à compter de cet instant. Écrivez ça. Il n'a pas sauté par hasard Damiba. Il n'a pas sauté par hasard Roch-Marc Christian Kaboré. Il n'a pas sauté par hasard Zida. Il n'a pas sauté par hasard Kafando. Il n'a pas sauté par hasard Blaise Compaoré. Pour citer Sankara, la seule référence historique évoquée directement par le capitaine Traoré, c'est le président Sankara, et à partir du concept de révolution. D'ailleurs, cette révolution,
Elle est d'abord au service des plus vulnérables. Ce sont les déplacés de guerre. Elle est au service des plus vulnérables. Ce sont les soldats. Elle est au service des plus vulnérables. Ce sont les volontaires de la patrie. Elle est au service des populations locales du Burkina Faso. Elle est au service de tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur. C'est la révolte du peuple burkinabé contre l'injustice, contre la terreur qui le frappe. C'est la révolte du peuple burkinabé contre la pauvreté. C'est la révolte du peuple burkinabé contre les inégalités qui prospèrent. C'est la révolte du peuple burkinabé contre le destin funeste qu'on veut lui imposer. À partir de cet instant, le capitaine, président Ibrahim Traoré, mérite d'être appelé Sankara II. Et peut-être qu'un jour, pour saluer la figure du président Sankara, pour son dévouement et bien pour la patrie burkinabé, on appellera souvent les présidents du Faso Sankara I, Sankara II, Sankara III. Et peut-être que bientôt, il y aura un ordre, il y aura une décoration de commandeur qui sera transmise successivement, aussi longtemps que le Burkina Faso existera, aux nouveaux chefs d'État, notamment élus. On leur donnera le nom de Sankara I, de Sankara II, de Sankara III, de Sankara IV, de Sankara V, ad vitam aeternam, pour saluer le sacrifice de l'homme qui a montré à son peuple le chemin de la vraie autonomie. C'était un moment très fort. L'alignement du capitaine Ibrahim Traoré sur l'histoire de la révolution burkinabé et sur la plus grande figure de la révolution burkinabé et l'une des plus grandes figures de la révolution est bien panafricaniste, le président Thomas Sankara. Toute critique confondue, personne ne conteste à Thomas Sankara son rôle d'icône de la révolution africaine. Ses pires ennemis ne lui nient pas le fait d'avoir servi le Burkina Faso et d'avoir servi l'Afrique corps et âme, avec dévouement et désintéressement. Je n'ai jamais trouvé chez un seul des adversaires ou des ennemis de Thomas Sankara la prétention que cet homme-là ne se battait pas pour son pays et ne se battait pas pour l'Afrique. Je n'ai jamais lu ça dans une critique. On lui a reproché tantôt des dérives dictatoriales, on a reproché les combats de factions. Mais personne, je n'ai lu aucune critique de Thomas Sankara comme étant quelqu'un qui n'aimait pas le Burkina, comme étant quelqu'un qui n'aimait pas l'Afrique et qui ne les servait pas. Donc, ça a été un moment très fort et je comprends l'émotion qui traversait, qui paralysait complètement le capitaine Traoré, nouveau président du Faso. Car en fait, il était en train d'être noblement visité par la figure angélique tutélaire de Sankara. Quand vous recevez une telle charge émotionnelle, une telle charge spirituelle dans votre corps et dans votre âme, c'est normal que vous trembliez. C'est normal que vous perdiez certains de vos moyens. C'est normal que vous perdiez votre fluidité verbale. Oui, il s'est offert en réincarnation de Sankara. Il a dit, Sankara est mort, vive Sankara. Il a dit, Sankara est mort, Sankara est vivant. Et je vous donne une preuve supplémentaire pour cela. C'est l'identité du Premier ministre qu'il s'est choisi. Et il y a une manière de décrire ce Premier ministre qui m'intéresse beaucoup dans la presse de la France-Afrique, la presse aigrie de la France-Afrique. Cette presse-là qui est très forte dans l'art de louer les héros africains quand ils sont morts, mais qui déteste les héros africains vivants. Vous avez bien observé ces dernières années que la presse de la France-Afrique était devenue spécialiste de Sankara. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu sur Sankara? On a eu sur Sankara des reportages, des documentaires. C'est à croire que tous les journalistes français, tous les journalistes parisiens étaient tombés amoureux de Thomas Sankara. Il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi ils font ça. Et ils font ça pour tromper les plus naïfs d'entre les Africaines et les Africains qui croient que tout d'un coup, ils se sont mis à aimer l'Afrique. Or, quand Thomas Sankara était vivant, les mêmes journalistes, la même presse, les mêmes médias mainstream français et france-africains qui ont décapité le Sankara, qui l'ont lynché, ces mêmes médias-là le combattaient à mort.
Écoutez l'aigreur avec laquelle le journal Le Monde, avec les journalistes comme Morgan Lecam, etc., commente la posture sankariste de Sankara II, le nouveau président du Faso, Ibrahim Traoré. C'est juste incroyable. La colère avec laquelle il parle de son évocation de Sankara. Même le titre de l'article prouve les grincements de dents hexagonaux qui s'accélèrent. Permettez-moi de retrouver l'article que j'ai affiché sur ma page. Alors, avant de vous lire l'extrait qui décrit le nouveau Premier ministre, Le Monde a publié un article intitulé « Burkina Faso, après son putsch, le capitaine Traoré se rêve en nouveau Sankara. Le militaire de 34 ans a été investi président vendredi. Il s'efforce de consolider son assise populaire pour faire face aux divisions au sein de l'armée dont certains éléments ne le soutiennent pas. Vous avez vu? À peine il est installé, Le Monde a commencé à le combattre. Le Monde prévoit déjà un coup d'État contre Ibrahim Traoré. Et Morgan Lecam et Sophie Douce, qui ont écrit cet article, présentent déjà le capitaine Traoré comme un rêveur. On présente sa référence à Sankara comme un défaut. Et on a commencé à le combattre. Et on commence à souligner que, attention, là, il marche sur des braises. À tout moment, il va y avoir une révolte dans l'armée contre lui. Pourquoi? Parce qu'il se rêve en Sankara. Mais allez lire tout ce qu'ils ont écrit de bien sur Sankara il y a seulement un an. Les mêmes journalistes. Ce qui m'a amené à faire la remarque suivante en commentaire de cet article. J'ai fait une remarque que je veux vous relire. J'ai dit, là, c'est clair, ils ne sont pas du tout contents. Ils n'aiment guère les Sankara nouveaux et vivants. Ils adulent volontiers le Sankara mort après l'avoir âprement combattu. C'est ça la presse de la France-Afrique. Un héros africain adulé par les médias de la France-Afrique, ça doit être un héros mort. Tout héros africain vivant qui combat la domination, le néocolonialisme français, doit être d'abord tué. Tant qu'il est vivant, on le déteste, on le lynche, on l'attaque comme ils attaquent Assimi Goïta. C'est comme ça qu'ils attaquaient Sankara de son vivant. Mais une fois qu'on a fini par l'atteindre et qu'on l'a tué, à ce moment-là, bien sûr, on va attendre 5 ans, 10 ans, et on va organiser des cérémonies d'hommage, et on va le présenter comme un ange. Alors que quand il était vivant sur la terre, on l'a présenté comme un démon. Qu'est-ce qui leur fait mal? C'est que Ibrahim Traoré n'est pas dans un sankarisme verbal. Ce n'est pas un sankarisme verbeux. Ce n'est pas un sankarisme onirique. Le premier acte qu'il a posé en guise de nomination importante, c'est de désigner un premier ministre qui est un sankariste de haute voltige, à savoir l'avocat maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela. Qui est maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela? La même presse de la France-Afrique ne s'y est pas trompée. Voici comment elle le présente. Kielem de Tambela, avocat de profession, est à la tête du Centre de recherche international et stratégique, un groupe de réflexion. Il est né à Kupela, à 138 km à l'est de Ouagadougou. Il fait une partie de ses études en France à la faculté de droit de Nice. Il fait partie de ces étudiants de la diaspora qui soutiennent alors Thomas Sankara, le leader et président panafricaniste du Burkina Faso, assassiné en 1987. En 1983, alors étudiant à Nice avec ses camarades, il crée le comité de défense de la révolution CDR. Il sera l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'ancien président burkinabé, notamment Thomas Sankara et la révolution au Burkina Faso, une expérience de développement auto-centré. Le développement auto-centré, c'est-à-dire sans le FMI de la Banque mondiale, ni la Banque de France. Il revient exercer son métier d'avocat et enseigner le droit dans son pays. L'homme est une figure médiatique. Habitué des plateaux de télévision, il dénonçait les dérives de la transition sous le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé par le capitaine Ibrahim Traoré lors d'un coup d'État le 30 septembre. Voilà. Donc, vous voyez, les gens du monde là, les gens de la presse de la France-Afrique, ne sont pas sérieux. On dit que le président Traoré se rêve en sankariste. Mais ce n'est pas quelqu'un qui se rêve qui va nommer un vrai sankariste Premier ministre. Il ne se rêve pas. Il est une réincarnation de Sankara. Il veut être la réincarnation de Sankara. Il est Sankara II. Voilà pourquoi il a nommé un sankariste pur et dur à la tête du gouvernement. Pour mener une politique sankariste.
autour d'une idée clé. Quelle est l'idée clé de cette politique sankariste? Eh bien, l'avocat Apollinaire Joachim Kielem de Tambela est porteur d'une idée sankariste fondamentale qui s'appelle le développement auto-centré. Qu'est-ce que ça veut dire, cette idée? C'est ce que Sankara a mis en place pendant les 4 années où il a dirigé la révolution burkinabé. Faire que le peuple burkinabé consomme ce qu'il produit. Faire que le peuple burkinabé achète moins à l'étranger ce dont il a besoin pour sa première nécessité. Première chose. Donc, faire du Burkina une terre autosuffisante. D'où toutes les idées que vous avez entendues. C'est cette notion de développement autocentré que vous entendrez dans les objectifs de la gouvernance. Eh bien, du capitaine Traoré, président du Faso, sous la notion de développement endogène. Si vous entendez développement autocentré et que vous entendiez développement endogène, sachez que c'est copier-coller, c'est la même idée. C'est une idée chère à Thomas Sankara. Donc, ils arrivent là et ils veulent mener une politique burkinabé avec d'abord les moyens du Burkina Faso. Ils veulent financer la défense du Burkina par les moyens du Burkina. Ils veulent organiser géostratégiquement la lutte contre le terrorisme en fonction de l'intelligence burkinabé et sans l'injonction de qui que ce soit. Développement autocentré. Donc, il n'y a aucun doute qu'en choisissant les notions de révolution et en choisissant un sankariste à la tête de son gouvernement, le président Traoré n'est pas dans le rêve sankariste. Non, il est dans la politique sankariste. C'est un sankariste en politique. Il a clairement affiché donc, comme nous le lui demandions instamment dans notre conférence précédente, il a clairement affiché sa filiation idéologique. À partir de cet instant, vous allez voir comment il va être maltraité par la presse de la France-Afrique. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Morgan Lecam et son collègue ont été chargés de porter la première estocade. Vous pouvez prévoir que Jeune Afrique va attaquer le sankarisme du président Traoré. Vous pouvez prévoir que RFI, France 24, TV5, ils vont le sabrer, ils vont chercher à massacrer le président Traoré parce qu'il a dit qu'il est sankariste. Parce qu'on aime les sankaristes, mais quand ils sont morts, un sankariste vivant, c'est un danger pour la France-Afrique. Sankara vivant est un danger pour la France-Afrique. Un sankariste vivant est un danger pour la France-Afrique. Quand il n'y a plus de sankaristes, là on va louer Sankara mort. On va louer les sankaristes morts pour tromper les plus naïfs des Africains qui pourraient alors penser qu'il y a un tournant africanophile à Paris. Erreur. Funeste erreur. Erreur de Gaou que de croire que ces gens-là qui n'ont pas retiré leurs 12 à 13 000 soldats du sol africain, qui n'ont pas retiré leur monnaie de filou, le franc CFA, des économies africaines. Ces gens-là qui continuent de soutenir les pires dictateurs comme Mahamat Kaka Déby, Alassane Draman Ouattara et consorts. Ces gens-là, si vous rêvez que ces gens-là puissent soutenir un dirigeant authentiquement sankariste à la tête du Burkina Faso, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. La quatrième idée forte que j'ai vu le président Traoré assumer, c'est la lucidité avec laquelle il décrit la situation du Burkina. Il dit que le Burkina Faso est en péril, confronté à une crise sécuritaire et une crise humanitaire sans précédent. Mais avant d'arriver à cette idée-là, le président Traoré, alias Thomas Sankara II, a fait quelque chose qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait fait. Avant d'arriver à la description de ce péril, il a commencé par désigner l'ennemi. Je ne sais pas, j'espère que ça ne vous a pas échappé. Le président Ibrahim Traoré a désigné l'ennemi. Sankara II a dit à son peuple qui est l'ennemi. J'ai noté la formule. Il dit l'ennemi qui se cache et qui ne se cache plus. Écrivez le nom de l'ennemi. Écrivez le nom de l'ennemi qui a été donné en langage codé par le nouveau président du Faso. L'ennemi du peuple burkinabé, là, c'est un ennemi qui se cache et qui ne se cache plus. Il faut qu'on vous analyse ça pour que vous sachiez ce que ça veut dire. Un ennemi qui se cache et qui ne se cache plus. Ça veut dire que c'est un ennemi qui est dans la duplicité. Qui joue à un double jeu. Qui joue sur deux tableaux.
Mais qui joue sur deux tableaux au Sahel depuis longtemps? Qui joue sur deux tableaux au Sahel depuis longtemps? Je tiens à vous faire remarquer que nulle part dans son discours, le nouveau président du Faso n'a parlé de djihadistes. Il a parlé de terroristes. Ce qui veut dire que, contrairement à Damiba, il ne se laisse même plus compter le mythe selon lequel ces gens attaquent le Faso parce qu'ils veulent islamiser le Faso. Il sait que ce sont des terroristes. Ce ne sont pas des djihadistes. Ils ne viennent pas là pour instaurer l'islam. D'ailleurs, ils ne sont pas musulmans. Aucun imam d'une mosquée normale ne peut accepter ces drogués-là. Ces vendeurs de drogue, ces violeurs de femmes, ces éventreurs de villages entiers, ces égorgeurs. Aucune mosquée digne de l'islam ne peut accepter ces gens-là comme étant des fidèles. Donc, le capitaine Traoré a fait un travail énorme dans ce discours, pour ceux qui savent écouter. Il est le premier, après Thomas Sankara, à nommer clairement l'ennemi. Il dit, ce sont des terroristes. Premier mot. Ça veut dire qu'il ne faut plus les appeler djihadistes. Quand vous les appelez djihadistes, vous donnez l'impression que ce sont des gens qui viennent là pour des raisons religieuses. Le capitaine président Traoré dit, ils ne sont pas là pour la religion. Parce que les Burkinabés sont déjà massivement musulmans. Vous ne pouvez quand même pas venir tuer des gens qui sont déjà des musulmans pour qu'ils soient encore musulmans. On ne peut pas être musulman deux fois. On est musulman ou on ne l'est pas. Les gens sont musulmans, toi tu viens, tu leur demandes d'être musulmans. Ils disent, mais c'est ce qu'on est déjà. Tu dis, non, 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 je vais vous tuer. Il y a un problème. Donc, le capitaine Traoré, dans son allocution, demande aux gens de se débarrasser de la notion de djihadiste. C'est pour ça qu'il n'a pas prononcé ce mot-là. Je ne l'ai pas entendu une seule fois dans son discours. Peut-être j'ai mal entendu, c'est possible. Mais il a utilisé systématiquement la notion de terrorisme. Donc, commençons par étudier la notion de terrorisme. Qui terrorise l'Afrique? Ceux qui terrorisent l'Afrique, ce sont ceux qui ont perpétré la traite négrière en Afrique. Écrivez ça. Ça fait 1. 2. Qui terrorise l'Afrique? Ceux qui terrorisent l'Afrique, ce sont ceux qui ont perpétré le colonialisme, la colonisation. Car la colonisation, c'est une conquête par la terreur. D'accord? Écrivez ça aussi. Ce sont des terroristes. Les négriers sont des terroristes. Les colons sont des terroristes. Qui terrorise l'Afrique? Ce sont ceux qui, en exploitant les divisions, en semant le chaos en Afrique, veulent recoloniser l'Afrique après ces pseudo-indépendances des années 60. Ce sont eux qui envoient des groupes au nom de la stratégie de l'ordre par le chaos, du diviser pour mieux régner, pour fragiliser l'Afrique. Et ayant fragilisé l'Afrique, ils vont imposer la réinstallation de leur camp militaire, l'abreuvement de leur multinationale et tout simplement l'inféodation ad vitam aeternam du continent. Donc vous avez bien compris que les terroristes sont les agents des impérialistes. Écrivez ça aussi. Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations chargées de déstabiliser l'Afrique pour favoriser et renforcer la mainmise des puissances impérialistes sur l'Afrique. Voilà pourquoi le président du Faso est quitté dans le mensonge de Damiba. Il a quitté le mensonge de Roch-Marc Christian Kaboré. Il a quitté les hésitations des Zida, les hésitations des Kafando, les hésitations même de Blaise Compaoré. Il n'est pas dedans. Il dit ce sont des terroristes. Et il donne le nom du maître des terroristes. Le maître des terroristes, il n'est pas compliqué. C'est un seul ennemi. C'est un seul ennemi qui attaque l'Afrique. C'est l'Occident. L'ennemi qui se cache et qui ne se cache pas. C'est-à-dire l'ennemi qui utilise des faux visages et ensuite tantôt montre son vrai visage. D'abord, il se cache comment? Mais à travers les pseudo-djihadistes. On dit c'est Al-Qaïda qui attaque. On dit c'est l'État islamique qui attaque. Mais quelles sont les bases arrières d'Al-Qaïda et l'État islamique? Qui leur fournit les armes? Qui leur fournit les armes? Qui leur fournit les billets de CFA 9? Qui leur fournit les munitions? Qui leur fournit ça? Qui leur sert de base arrière pour reprendre le pouvoir en Afghanistan? Qui leur donne l'argent de la monarchie des Saouds? Qui leur donne ça? Les alliés de l'OTAN. Et les pays du Moyen-Orient là n'ont pas d'industrie d'armement. L'essentiel de leurs armes sont achetées auprès des grandes puissances de l'OTAN qui ont tué Kadhafi et détruit la Libye. On a bien lu
les mails de Mme Hillary Clinton, dans lesquels elle explique pourquoi ils ont tué Kadhafi et détruit la Libye. C'est parce que Kadhafi voulait créer une monnaie, dinar-or, qui aurait permis d'affranchir l'Afrique du dollar, de l'euro et du franc CFA. Elle l'a écrit. Elle est vivante, Hillary Clinton. Elle n'a jamais nié qu'elle l'a écrit, puisque Wikileaks a révélé toute sa boîte email. Donc, le capitaine Traoré sait très bien que ce sont ceux qui ont tué Kadhafi, qui ont déstabilisé le Burkina, qui ont déstabilisé le Mali, qui ont déstabilisé le Niger, qui déstabilisent le Nord Cameroun, qui déstabilisent le Nord Nigeria, pour imposer la présence militaire de leurs armées et pour imposer leur positionnement sur le golfe de Guinée. Donc, ils veulent contrôler la zone des 3 frontières, qui est une zone hyper riche, et la zone du golfe de Guinée, qui est la première zone maritime en termes de richesse sur la planète Terre. Voilà la vérité. Donc, quand il dit l'ennemi, c'est l'ennemi qui se cache et qui ne se cache plus, c'est que c'est la duplicité de l'Occident dans la lutte antiterroriste. C'est la coalition occidentale qui a permis l'invasion terroriste. Et ensuite, elle vient prétendre combattre cette invasion. C'est de ça qu'il parle. Un ennemi qui se cache derrière les terroristes, et ensuite qui ne se cache pas, puisqu'à un moment donné, il dit il faut des bases militaires américaines sur le golfe de Guinée, il faut des bases militaires françaises, il faut que vous acceptiez. Il n'est pas question que la France quitte le golfe de Guinée. Ah non, 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 non. On doit toujours assurer la sécurité du golfe de Guinée. Pas question. Alors, il y a même un député qui a dit, si nous quittons le Sahel, la France est perdue. Un député à l'Assemblée nationale française. Il a supplié l'exécutif français. Ne quittons pas le Sahel. Si nous quittons le Sahel, la France, notre puissance est perdue. Il l'a dit. Et Jacques Chirac l'avait dit. Quand nous avons un billet de banque ici en France, sachant que depuis 5 siècles, l'essentiel de notre richesse vient de l'exploitation de l'Afrique. Jacques Chirac. Ou bien vous voulez qu'il dise ça lui-même? Parce que le président du Faso sait qui est l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui nous exploite depuis 5 siècles et qui utilise toutes les ruses pour nous exploiter. Monsieur Chirac, vous êtes là ou pas? Jacques Chirac. L'argent de l'Afrique. L'argent de l'Afrique, monsieur Chirac. Dites ça, il y a des gens qui vous ont peut-être pas encore entendu. Monsieur Chirac, l'argent de l'Afrique, s'il vous plaît. Écoutez-le. Vous voulez connaître On dit l'ennemi. seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Oui, oui. Je ne dis pas de générosité, Non, non, non. de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte. Merci, monsieur. Dans le prochain avenir. Merci. On est dans les convulsions dont il parlait. C'est dans ça qu'on est actuellement. Donc, le capitaine président du Faso, Sankara II nous dit, l'ennemi, vous le connaissez, c'est celui qui se cache et qui ne se cache plus. Il se cache parce qu'il se planque derrière les soi-disant djihadistes, derrière les soi-disant terroristes, et il ne se cache plus. Parce que quand nous voulons changer notre stratégie de lutte contre les terroristes, l'ennemi s'affiche et dit, attention, j'ai appris que vous voulez faire venir les Russes chez vous. Ah non, 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 je ne veux pas voir les Russes. Hein. Ah non, 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 non. Hein. Mais c'est incroyable. Depuis quand la diplomatie burkinabé dit aux États-Unis qui on veut voir aux États-Unis? Qu'est-ce qui peut expliquer que la diplomatie américaine se lève et gronde le Burkina et menace les nouvelles autorités burkinabées? Ah, si vous coopérez avec la Russie, vous allez avoir des problèmes avec nous. On vous prévient. Est-ce que c'est votre pays? Est-ce que c'est votre pays? À Paris, pareil. Ah non, 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 c'est un coup de la Russie. C'est un coup d'État de la Russie. Mais est-ce que c'est votre pays? Même si c'est la Russie que les Burkinabés ont choisi, est-ce que c'est vous qui choisissez pour eux? L'amour n'est pas forcé? Ou bien l'amour est forcé? L'amour forcé, c'est le viol. L'amour n'est pas forcé. L'amour forcé, c'est le viol. Les Africains sont fatigués d'être violés, ils n'en veulent plus. Ils veulent des relations harmonieuses. Quand tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Voilà ce que pense l'Afrique. Donc, le capitaine président
Ibrahim Traoré, alias Sankara II, nous a nommé l'ennemi. Ce que Damiba était incapable de faire, il a écrit tout un livre ici, de presque 300 pages. Il est incapable de nommer l'ennemi dans tout un livre, mémoire de master. Quand j'ai lu ce livre, j'ai compris que ce gars-là allait trahir le Burkina. Roch Kaboré a été président pendant 7 ans pratiquement. Il est incapable de nommer l'ennemi, de dire qui est l'ennemi à son peuple. Même d'utiliser une métaphore comme celle-ci. L'ennemi qui se cache et qui ne se cache pas. On le connaît, la duplicité, on sait que c'est l'art politique de l'Hexagone. La duplicité, on sait que c'est l'art politique occidental. On sait que c'est l'OTAN qui a élaboré le business plan de la déstabilisation du Sahel pour imposer son positionnement militaire sur le Sahel et plus tard sur le golfe de Guinée. Et quand vous les écoutez, ils ne s'en cachent pas. Ils disent qu'ils ne veulent pas partir. Parce qu'ils considèrent que leur avenir eh bien, dépend de l'exploitation de l'Afrique. Ils le disent de plus en plus ouvertement. D'où le capitaine, président Ibrahim Traoré, alias Sankara II, nous dit l'ennemi qui se cache et qui ne se cache plus. Avant, il se cachait derrière les soi-disant djihadistes, derrière les soi-disant terroristes. Maintenant, on sait que c'est les impérialistes. La plainte portée par le Mali le 15 août 2022 à l'ONU, que signifie cette plainte pour le peuple burkinabé? Mais c'est du pain béni pour le peuple burkinabé. C'est du pain béni pour l'armée burkinabé. C'est du pain béni pour la révolution burkinabé qui reprend sa marche. Au moins, vous savez que ce qu'ils ont fait au Mali, là, c'est ce qu'ils font au Burkina. Au moins, vous savez que ce qu'ils ont fait au Mali, c'est ce qu'ils font au Burkina, c'est ce qu'ils font au Niger, c'est ce qu'ils font au Tchad, c'est ce qu'ils font au Cameroun, c'est ce qu'ils font partout. Au moins, grâce au Mali, grâce au leader Assimi Goïta, vous savez. Voilà pourquoi cette formule, l'ennemi qui se cache et qui ne se cache plus, est le résumé de la duplicité de la lutte antiterroriste menée par la France, menée par l'Occident en Afrique. Un beau visage, on est là pour combattre les terroristes. Un visage bizarre, la nuit, on les aide. La nuit, on négocie avec eux. On empêche l'armée malienne de les combattre. Oui, ils sont allés jusqu'à empêcher l'armée malienne de reconquérir Kidal, de faire barrage entre l'armée malienne et les terroristes pour permettre aux terroristes de se réarmer. Oui, ils l'ont fait en mai 2014. Et il n'y a personne d'entre eux qui puisse le nier. Ils l'ont fait. Un ancien ambassadeur de France, même au Mali, a dénoncé cela. Des diplomates français en Afrique de l'Ouest, comme Laurent Bigot, ont dénoncé cela. L'aide aux terroristes, la couverture aux terroristes, les négociations avec des trafiquants de drogue, comme l'a écrit, comme l'a souligné d'ailleurs récemment, dans un aveu, l'ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz. Il a dit, tout le monde savait bien que les terroristes là, c'est des anciens trafiquants de drogue. Et que pour lui, la France a commis une erreur en négociant avec eux. Non, moi je dis, ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Car en négociant avec eux, elle était bien renseignée, la France, pour savoir que ce sont des trafiquants de drogue, ce sont des bandits. Ils n'ont aucun projet politique. Donc, le Burkina, après ce discours, entre dans une nouvelle ère. Il a un dirigeant qui appelle un chat un chat. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voici le programme que se donne le nouveau président du Faso. La reconquête du territoire occupé par les terroristes. Je ne sais pas si vous avez compris ce premier point. Bon, écoutez, vous voulez organiser quelle élection dans un Burkina occupé à 60% par les terroristes? Quelle sera la valeur de cette élection? Je recommence la question, il y a des gens qui n'ont pas compris. Et je pense en particulier aux gens de la CEDEAO, ces manipulés de la CEDEAO qui pensent qu'ils peuvent imposer abstraitement une durée de transition au Burkina comme ça. Si vous voulez que ça tienne dans la durée de transition qui est actuellement considérée comme le chronogramme, mais écoutez, donnez et aidez le Burkina à vaincre les terroristes. Donnez-lui les moyens de vaincre les terroristes en les retirant déjà, car une bonne partie travaille avec vous. Donc, la reconquête du territoire occupé par les terroristes. Tant que le territoire occupé par les terroristes n'est pas reconquis, on ne peut pas imaginer une élection. Oui! Un Burkina Faso occupé à 40, 50, 60%, vous faites une élection pour qui? Qui va voter? Avec des millions de déplacés internes, avec des millions de personnes exposées aux endémies, aux pandémies à cause justement de la guerre. Vous organisez quelle élection dans ces conditions? La première priorité est importante. Elle a des conséquences politiques évidentes. Il faut sécuriser
suffisamment le Burkina pour pouvoir tenir des élections. Si le Burkina n'est pas suffisamment sécurisé, tenir des élections, c'est en réalité aggraver la crise politique. Et c'est exactement ce que les autorités maliennes avaient souligné à une CEDEAO qui faisait la sourde oreille. Deuxième objectif, donner souffle de vie au peuple burkinabé. Le peuple burkinabé est essoufflé. Le peuple burkinabé est blessé. Le peuple burkinabé est ballotté. Le peuple burkinabé est exténué. Il court de ville en ville, de village en village, dans sa propre terre. Il ne sait plus où donner de la tête. Il faut donc que des politiques sociales, des politiques économiques, des politiques humanitaires fortes soient mobilisées pour aider ce peuple. Deuxième objectif. Troisième objectif, reprendre la révolution sankariste, là où, en partie, elle s'était arrêtée. Le développement endogène du Burkina. Le capitaine président a cité 3 domaines. L'agriculture, l'élevage et la technologie. Il a cité 3 domaines. L'agriculture, l'élevage et la technologie. Tout faire pour que le Burkina Faso soit autonome sur le plan agricole. Autonome sur le plan de la production des protéines animales. Et qu'il soit autonome sur le plan de la capacité de produire et d'utiliser la haute technologie. La notion de développement endogène indique donc que le président Ibrahim Traoré, alias Sankara II, est en symbiose parfaite avec son nouveau Premier ministre et est en symbiose parfaite avec son mentor, le plus que vivant, Thomas Sankara. Le trio qui va donc mener la révolution au Burkina Faso, c'est la figure tutélaire vivante de Thomas Sankara, c'est sa réincarnation en le président Traoré Ibrahim et son bras droit, le Premier ministre Kélem de Tembela. Écrivez ça. Voilà le trio du renouveau révolutionnaire burkinabé. Thomas Sankara, figure tutélaire, source d'inspiration. Le programme de Sankara est là. Il faut simplement des hommes et des femmes déterminés à le réaliser. Ibrahim Traoré, alias Thomas Sankara II. Et puis, un connaisseur de la doctrine, un fin connaisseur de la doctrine, l'avocat Kélem de Tembela, Premier ministre. Le Burkina est remis sur l'axe, il est remis sur l'étoile polaire de la révolution. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir financer quoi? La guerre contre les terroristes. Il va falloir financer les programmes sociaux. Il va falloir financer le développement du Burkina sans surendetter le Burkina. Mais comment peut-on financer tout cela sans surendetter le Burkina? C'est-à-dire sans emprunter de l'argent à la Banque de France. C'est-à-dire du franc CFA vide, qui servira une fois de plus à piller les richesses du Burkina avec taux d'intérêt en plus. Comment faire tout cela sans aller à la Banque mondiale chercher des décaissements? C'est-à-dire obtenir des dollars vides, des millions de dollars vides, qui viennent dans l'économie burkinabé ramasser les terres, l'uranium, le manganèse, avec intérêt en plus. Comment le faire? Incontestablement, il va falloir doter le Burkina Faso de moyens financiers autonomes. Et qu'il me soit permis ici de cracher le morceau. Le Premier ministre Kélem de Tembela et son patron, le président du Faso, Ibrahim Traoré, alias Sankara II, ne peuvent pas réaliser ce programme s'ils ne prévoient pas déjà une stratégie de financement qui ne passe ni par la BCEAO, ni par la Banque de France, ni par les institutions de Bretton Woods. Je recommence. Le programme que vous annoncez, Monsieur le Président, reconquérir le territoire, redonner souffle de vie aux populations, développer de manière endogène par l'agriculture, l'élevage et la haute technologie le Burkina, vous ne pouvez pas accomplir ce programme en endettant le Burkina Faso. L'argent vide de la Banque centrale française qui vous parviendrait à travers la BCEAO, c'est de l'argent pourri. C'est du vol. Si vous allez chercher l'argent vide de la Fédérale Réserve américaine, il a le même effet. Les Américains ont une masse financière infiniment supérieure à leur produit intérieur brut. La masse financière spéculative américaine n'a rien à voir avec la richesse américaine réelle. En réalité, les Américains font de la création monétaire avec les richesses des autres peuples du monde.
Ils vous donnent des billets de dollars vides, vous leur donnez en échange vos matières premières. Et ils vous demandent de leur donner vos matières premières avec en plus un rajout en guise de taux d'intérêt. Donc en fait, c'est vous, en empruntant leur argent, qui crédibilisez leur monnaie, qui créditez leur monnaie. C'est vous qui donnez de la substance à leur monnaie. La preuve, s'ils vous disent qu'ils vont vous prêter de l'argent, demandez-leur de vous montrer l'équivalent d'or de tout l'argent qu'ils ont dans le monde. Posez la question aux Américains, même aux Français. Vous dites que vous possédez tant dans vos comptes bancaires. Montrez-nous la quantité d'or qui équivaut. Vous verrez que la quantité d'or qu'ils détiennent est infiniment inférieure à la masse monétaire qu'ils revendiquent. La conséquence, c'est quoi? C'est que, en réalité, le capitalisme financier a pris le pas sur le capitalisme industriel, sur le capitalisme agricole, sur le capitalisme ouvrier, sur le capitalisme travailleur. L'argent vide domine ce monde. Voilà pourquoi ce monde est en réalité fragile sur le plan économique, ouvert au crash boursier. D'accord? Donc, le Burkina ne peut pas s'en tirer en entrant dans la logique spéculative et en faisant des emprunts spéculatifs. Il s'ensuit qu'il faut élaborer une stratégie de financement de la guerre antiterroriste, une stratégie de financement des politiques sociales et humanitaires, une stratégie de financement de l'agriculture, de l'élevage et de la technologie qui ne passe ni par la BCAO, ni par la Banque de France, ni par les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Voilà le défi. Voilà le défi d'une politique sankariste. Cela veut dire quoi? Ça veut dire, en effet, qu'il faut élaborer une monnaie burkinabé. Et ça tombe bien. Vous avez un pays voisin, le Mali, qui est dans la même dynamique. Vous avez un pays non moins voisin, assez proche, la Guinée, qui a déjà sa propre monnaie, qui a une tradition de pilotage de sa propre monnaie. Vous avez même, au sud du Burkina, si je ne m'abuse, le Ghana, qui a sa propre monnaie. Vous avez autour de vous des pays qui ont l'habitude d'avoir leur propre monnaie. Il est temps d'assumer cette rupture. Et ou alors de la préparer. On peut la préparer en mettant en place un système de double monnaie, de double financement, et en asséchant progressivement le système néocolonial. Vous n'avez pas d'autres possibilités. Si vous surendettez le Burkina pour faire cela, vous serez tributaire de ceux qui vous prêtent de l'argent, et ceux qui vous prêtent de l'argent vont vous imposer des dirigeants. Ils vont vous imposer des élections bâclées, des fraudes électorales, des trucages constitutionnels. Bref, tout ce qu'ils font partout où ce sont eux qui prêtent l'argent. Et donc, sur le plan des objectifs énoncés par le président, il y a donc la reconquête du territoire, donner souffle, le développement endogène. Et puis, quatrième point, le président tient à rassurer les partenaires et amis du Burkina Faso. Alors, ce point-là, moi, je l'appelle vraiment un point rhétorique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que, d'abord, en tant que chef de l'État, il est obligé de respecter ce qu'on appelle le principe de la continuité de l'État. Ce que ses prédécesseurs ont fait au nom de l'État burkinabé l'engage, puisqu'un État doit avoir une parole pour avoir une crédibilité internationale. Mais, quel était le contenu du discours, de l'un des derniers grands discours du président Sankara à l'OUA? Est-ce que vous vous souvenez de ce que le président Sankara était allé dire à l'OUA à propos de la dette? N'avait-il pas appelé tous les pays africains à arrêter de payer la dette? Arrêter de payer les dettes de la Banque mondiale, du FMI, les dettes de l'Union européenne, etc. Et Thomas Sankara n'annonçait-il pas que, il sait que parce qu'il est en train de dire ça, s'il est le seul à le dire, il ne va pas durer longtemps sur la terre. Alors, c'est important. À défaut de parler comme parlait le président Thomas Sankara, de se méfier de l'endettement, de se méfier de l'aide au développement, de se méfier des financements de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Car tous ces financements-là ont pour but en réalité de capturer les États, de capturer les peuples, de caporaliser les économies et de les vider de leur substance. Il s'agit d'une stratégie de privatisation du monde entier par des multinationales énormes qui sont planquées derrière ces institutions financières dites de Bretton Woods. Donc, il y aura des sacrifices. Et comme le dit si bien le président Traoré, alias Sankara II, aucun sacrifice ne sera de trop. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et il le dit quand il parle des partenaires. Il y a des partenaires dont il faudra se séparer dans certains domaines. Par exemple, il faudra comprendre qu'on ne peut pas combattre le terrorisme avec des partenaires qui sont en relation avec les terroristes. C'est incontestable. Vous ne pouvez pas combattre le terrorisme en restant en étroite collaboration avec des gens qui ont travaillé avec les terroristes pour tuer Kadhafi, pour déstabiliser la Libye et envahir le Sahel. Non. Vous ne pouvez pas combattre le terrorisme avec des gens qui, à travers Al-Qaïda et l'État islamique, à travers le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., sont en intelligence avec les organisations terroristes. Vous ne pouvez pas combattre le terrorisme avec des gens dont les multinationales financent le terrorisme. C'est le cas de Lafarge. Premier groupe cimentier mondial, groupe français. Vous ne pouvez pas coopérer avec des gens qui financent le terrorisme. Donc, il va falloir que dans le domaine sécuritaire, dans le domaine de la guerre antiterroriste, de la lutte antiterroriste, le Burkina assume des ruptures. Et la rupture, c'est que ceux qui ont tué Kadhafi et qui ont déstabilisé le Sahel, ils ne peuvent pas rester sur le sol burkinabé. Ils ne peuvent pas rester sur le sol burkinabé parce que tant qu'ils seront sur le sol burkinabé, les terroristes auront leurs parrains. Ils auront du renseignement, ils auront des armes, ils auront des munitions et ils auront de l'argent frais, du CFA propre. Voilà la vérité. Donc là, il va falloir faire des sacrifices au sens où il va falloir demander aux troupes néocolonialistes occidentales présentes sur le sol burkinabé de rentrer pacifiquement. Il va falloir demander au contingent français présent au Burkina de rentrer. Il faut que ça se fasse sans incident, sans heurts. Le modèle malien est là. Il n'y a pas eu un caillou. Il n'y a pas eu besoin d'un caillou sur un soldat français. Parce que le gouvernement de transition du Mali est venu publiquement demander à l'armée française de quitter son sol. C'est incontournable pour le Burkina. Les autorités burkinabées doivent exercer ce devoir de souveraineté. Elles doivent demander à toute armée qui a participé à la déstabilisation de la Libye, c'est-à-dire donc du Burkina, de quitter le sol. Et donc, il n'y aura pas reconquête du territoire tant qu'il n'y aura pas de décisions courageuses. Le président continue en disant que sa boussole, pendant les 21 mois de la transition, sera le peuple. Ce qui veut dire que, très clairement, le président va protéger les libertés fondamentales des Burkinabés. Le MPSR va devenir le mouvement du peuple burkinabé, va devenir un mouvement vraiment populaire. Les futures manifestations populaires du peuple burkinabé se feront avec le MPSR, avec la protection de l'État, avec la protection des forces de défense et de sécurité. Donc, il y a ici un programme pour briser la méfiance que Damiba a installée entre le MPSR et le peuple. Et je salue cette écoute profonde du président, du nouveau président du Faso, Ibrahim Traoré, alias Sankara II. Enfin, il y a une dernière grande idée, très puissante. C'est qu'il appelle à une mobilisation patriotique et populaire. Il appelle le peuple burkinabé à être debout. Il parle aux Burkinabés de l'intérieur, aux Burkinabés de l'extérieur et demande à chacun de s'engager dans la bataille à ses côtés. Mais cet engagement à vos côtés, vous le savez très bien, Monsieur le Président, il n'aura lieu que si vous continuez à donner et à appliquer les options stratégiques que vous avez annoncées. Le peuple, en effet, a porté le président Traoré et ses compagnons en liesse parce qu'il veut que le président Traoré fasse ce que le président Kaboré s'était contenté de dire, sans faire. Ce que le président Damiba prétendait vouloir faire, sans faire. Il est temps maintenant de passer à l'action. C'est ce discours-là que j'ai entendu. C'est ce discours-là que j'ai écouté. Un discours très fort, dont je peux donner maintenant les conclusions d'analyse. Premièrement, ce discours est en rupture avec tous les discours des prédécesseurs du président du Faso actuel, le capitaine Ibrahim Traoré, alias Sankara II. Ce discours est en rupture avec le discours de Damiba. Il est en rupture avec tous les discours de Kaboré. Parce que, deuxième élément important, ce discours reprend l'angle idéologique avec la figure tutélaire de Thomas Sankara et avec la révolution
eh bien, auto-centrée, la révolution endogène, la révolution de l'autonomie du peuple burkinabé. Troisième élément important, en nommant l'ennemi, en présentant l'ennemi comme celui dont on sait très bien que tantôt il se montre et tantôt il se cache et tantôt il se montre, le président Traoré décide d'orienter la lutte contre le terrorisme avec des partenaires fiables, non pas des partenaires jouant un double jeu avec les terroristes pour fragiliser les Africains, soumettre les Africains par le chaos. On peut donc s'attendre à des décisions très fortes, à la fois en termes de dotation de matériel, on peut s'attendre à des décisions très fortes en termes de coopération militaire et on doit s'attendre à des demandes de départ d'un certain nombre de contingents de pays dans lesquels la confiance du peuple burkinabé eh bien, a été retirée. Quatrième idée forte, en écoutant ce discours, je vois un pays qui est obligé d'aller vers des solutions économiques hardies, car le projet de rebâtir le Burkina autour du développement endocentré suppose une rupture monétaire, une rupture avec l'économie de la dette dans laquelle le banquier Roch-Marc Christian Kaboré commençait à trop se complaire, et il s'agit de retourner aux fondamentaux, effectivement de l'économie réelle, c'est-à-dire d'un Burkina Faso finançant lui-même sa lutte contre le terrorisme, finançant lui-même son élevage, son agriculture, sa haute technologie. Pour cela, il lui faut avoir des outils monétaires. Cela annonce donc la création d'outils monétaires autonomes. Enfin, cette rupture signifie que le président Traoré, eh bien, ne sera pas vu comme Damiba en train de courir. Je l'espère beaucoup pour lui. Derrière les ennemis du peuple burkinabé et de l'Afrique comme Alassane Ouattara. Cette rupture signifie qu'on ne verra pas le président Ibrahim Traoré, Sankara II, en train de courir derrière Mohamed Bazoum. On ne verra pas le président Ibrahim Traoré en train de courir derrière Macky Sall. On ne verra pas le président Ibrahim Traoré allant chercher la bénédiction de Paris. Ce sont des marqueurs incontestables sur lesquels le peuple burkinabé et tous les Africains l'observent. Il a un aîné qui peut l'aider à mieux incarner la figure tutélaire de Sankara. C'est le président Assimi Goïta, à Bamako. Qu'il s'inspire de lui. Assimi Goïta est chez lui à Bamako. Il impulse et il participe au combat de son peuple. Il ne cherche pas la validation de quelqu'un. Celui qui l'arrange ne le dérange pas. Celui qui veut le déranger ne l'arrange pas. Nous voulons voir une diplomatie hardie, courageuse du nouveau régime. MPSR, une diplomatie panafricaine, une diplomatie en direction du monde multipolaire, c'est cela qui s'annonce. Et je crois, une diplomatie qui va permettre très rapidement la montée en puissance des forces armées du Burkina Faso pour le bonheur de ce pays, pour le bonheur de ce peuple. Vraiment, c'est ce que j'espère pour le Burkina. Et voilà pourquoi, eh bien, je tenais, en cette journée du 22 octobre 2022, à vous proposer mes modestes lumières dans la compréhension de cette affaire. Bon, on peut finir en écoutant, cette fois-ci, Aïcha Koné, chantant, bien sûr, un grand ami du peuple burkinabé et quelqu'un qui peut être pour son cadet, notre frère, son Excellence le Président, eh bien, Ibrahim Traoré alias Sankara II, eh bien, qui peut être vraiment une source d'inspiration vivante. Car Assimi Goïta, c'est un Sankara. Si vous aviez des excréments de chien sur les mains, vous ne vous contenteriez certainement pas de les essuyer avec du papier. Vous laveriez minutieusement le tout. Assimi Goïta, c'est aussi un Sankara vivant. Oui, on aimerait vous voir à Bamako pour voir votre frère aîné, le président Goïta, à votre rencontre à Ouagadougou. Voilà ce qu'on veut voir. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse le président du Faso. Président de la transition, chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Capitaine, Ibrahim Traoré, alias Sankara II. Oui, 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 je vous le
le dis, c'est Sankara 2. Que Dieu bénisse le gouvernement, les forces armées du Burkina, les vaillantes populations burkinabées dans cette épreuve. Et que bientôt, la Mama Africa, Aïcha Kone, ait de bonnes raisons de chanter aussi pour le capitaine Ibrahim Traoré, comme elle l'a fait pour notre frère, le président du Mali, le colonel Assimi. Portez-vous bien. Dédicace au peuple burkinabé, dédicace au peuple tchadien, à tous les peuples africains. Merci. Merci à tous. À bientôt à Ouagadougou. On nous verra bientôt à Ouagadougou, où nous viendrons saluer notre frère, le capitaine Ibrahim Traoré et ses compagnons. Ainsi soit-il. Qu'il soit béni. Vladimir Poutine, Vladimir Poutine, j'ai essayé de comprendre du mieux que je pouvais un discours crypté, extrêmement crypté et plein d'émotions. C'était un discours crypté et plein d'émotions. Merci à tous. Bon week-end. Je te salue à Bobo, je te salue à Koupela, je te salue à Ouagadougou, je te salue à Wahibouya, je te salue à Zaktouli, je connais Zaktouli. Soyez bénis, Africaines, Africains éveillés. Soutenons le peuple burkinabé, soutenons tous les peuples africains en lutte. Nous sommes fiers de toi. Ne perdons jamais la joie de vivre, quelles que soient les épreuves. N'oublions pas que quand on vit correctement sa vie d'homme, on ne doit pas se laisser décourager par les épreuves. Sans cesse, remettons le métier sur l'établi. Bonne soirée à tous. Soyez bénis, mes amis. Merci.